Bonsoir. Voici l'arrivée de Jean-Paul II à Orly. Jean-Paul II qui va baiser la terre de France, comme il le fait au début de chaque voyage. Jean-Paul II qui est actuellement en train de prononcer une homélie très profonde que je viens d'écouter et où il vient de dire l'essentiel en fait de tout ce voyage. La haine l'emportera-t-elle sur l'amour? Aimes-tu? Aimes-tu? C'est la question qu'il est en train de poser. Question fondamentale pour la société et pour l'individu, dit-il. Aimes-tu? C'est véritablement le cri du pape en ce moment. Nous sommes en direct avec Notre-Dame, où Jean-Paul II achève de prononcer l'homélie pendant la messe sur le parvis, Alain Fernbach. Oui, nous sommes à la fin de l'homélie et je vous laisse entendre les dernières phrases de l'allocution de Jean-Paul II. Toute son éloquence, la question que le Christ a adressée autrefois à Pierre. Aimes-tu? M'aimes-tu? Que cette question résonne et trouve un écho profond en chacun de nous. L'avenir de l'homme et du monde en dépend. Écouterons-nous cette question? Comprendrons-nous son importance? Comment y répondrons-nous? Voilà, le Saint-Père vient de terminer son homélie, vous l'avez dit Roger Gilquel. Il posait la question « Aimes-tu, m'aimes-tu » pendant 20 minutes. Le Saint-Père, ici, devant une foule assez nombreuse, vient de prononcer une homélie très émouvante. Maintenant, dans quelques instants, plusieurs intentions de prière seront lues ici. La première par un jeune artiste, ensuite une infirmière, une institutrice retraitée, un employé de bureau et aussi un membre du gouvernement lira une intention de prière. C'est M. Norbert Segard, secrétaire d'État au PTT. Maintenant, le Saint-Père s'adresse à l'Église de la région parisienne, s'adresse au diocèse de Paris. À Dieu, les aspirations de tous les hommes, nos frères, et demandons-lui d'exaucer les prières que nous lui adressons au nom de Jésus, son Fils bien-aimé. Voilà, maintenant nous allons entendre peut-être la première intention de prière. Elle est prononcée par une infirmière. Échappe à la dégradation à laquelle le conduisent et le réduisent des perspectives trop commerciales. Voilà, je vous rappelle une phrase encore de l'homélie, en effet très émouvante, que nous venons d'entendre de Jean-Paul II. Cette lutte pour donner forme à notre monde semble être plus grande que jamais, et plus d'une fois nous nous demandons en tremblant si la haine ne l'emportera pas sur l'amour, la guerre sur la paix, la destruction sur la construction. Et là, Jean-Paul II fait appel à tous ceux qui ont des responsabilités dans le monde pour un peu appliquer ce message d'amour. Ce voyage, vous le savez sans doute, a été entrepris avec 1 heure de retard, parce qu'au départ de Rome, l'avion d'Alitalia, déjà en bout de piste, avait un pneu dégonflé. Il a fallu du temps pour réparer l'incident. Ensuite, cette première journée du voyage du pape a été conforme à ce qui a été prévu, à une nuance près tout de même. Si l'accueil des Parisiens était très chaleureux, ces Parisiens étaient sans doute moins nombreux que prévu par l'épiscopat. On en entendait 500 000 sur les Champs-Élysées, à la Concorde et sur l'itinéraire jusqu'à Notre-Dame. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les reportages à la télévision ont été très très suivis dans toute la France. Actuellement se termine à Notre-Dame, donc sur le parvis, la grand-messe célébrée par Jean-Paul II. Nous venons de le voir. Et il faut, je crois maintenant, revoir en images
un résumé des grandes étapes de ce voyage avec Jacqueline Collins d'abord, et puis avec Bernard Chevalier. Il était 17h20 quand l'hélicoptère qui amenait Jean-Paul II d'Orly, dans lequel avaient pris place les cardinaux Marti, Etchegaray et Carasoli, ainsi que le nonce apostolique Monseigneur Pellicci, se posa place Georges Clemenceau. Au moment où le Saint-Père mettait le pied à terre, les cloches de toutes les églises de Paris sonnaient à la volée pour saluer son arrivée. Accueilli par le président de la République et Mme Giscard d'Estaing, Jean-Paul II saluait les officiels venus le recevoir. Les cardinaux, le Premier ministre étaient également à Orly, M. Poher, Chaban-Delmas, M. Jacques Chirac et la plupart des ministres du gouvernement. Après avoir entendu l'hymne pontifical et la Marseillaise, Jean-Paul II prenait place avec M. Giscard d'Estaing à bord d'un commande-car surélevé aménagé spécialement pour ce voyage. Place de la Concorde, où une foule assez dense s'était assemblée, le Saint-Père s'adressa pour la première fois aux Parisiens après avoir entendu le discours de bienvenue du président de la République. Très Saint-Père, le peuple français vous souhaite la bienvenue sur le sol du pays qu'une longue tradition désignait comme la fille aînée de l'Église. L'honneur et la grande joie que je ressens à accueillir votre sainteté tiennent au pays d'où vous venez, à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Le pays d'où vous venez comme premier pape slave de l'histoire, la courageuse Pologne, amie fidèle et sensible de la France. Ce que vous êtes, votre simplicité, votre humanité, votre foi rayonnante et assurée marquent déjà votre pontificat. Et ce que vous faites, essayez de répondre à l'appel qui monte de tous les peuples du monde vers davantage de justice, vers la paix et vers le renouveau spirituel de l'humanité, en venant leur porter le message d'espoir et de certitude de l'Église catholique. Je souhaite, très Saint-Père, que vous aussi, vous gardiez longtemps le souvenir de l'accueil de la France et qu'il vous apporte un encouragement et un soutien dans la quête émouvante que vous conduisez, seul en vous-même et à la tête de l'Église universelle, pour un monde plus juste, plus pacifique et plus doux pour la souffrance des hommes. Vive Jean-Paul II! Je vous salue très spécialement, chers catholiques de France, mes frères et mes sœurs dans le Christ, mes amis. Vous m'avez invité à constater 1500 ans, ou presque, après le baptême de votre nation, que la foi y est toujours vivante, jeune, dynamique, que la générosité ne manque pas chez vous. Elle se traduit même par un bouillonnement d'initiatives, de recherches, de réflexions. Il vous faut, en effet, affronter des problèmes souvent nouveaux, où
tout au moins des problématiques nouvelles. Le contexte dans lequel vous vivez évolue rapidement en fonction des mutations culturelles et sociales qui ne sont pas sans influer progressivement sur les mœurs, sur les mentalités. C'est une multitude d'interrogations qui se posent à vous. Que faire? Comment répondre aux besoins fondamentaux de l'homme contemporain qui révèle finalement un immense besoin de Dieu? Reconnais aux chrétiens ta dignité, disait le grand pape Saint Léon. Et moi, son indigne successeur, je vous dis à vous, mes frères et sœurs catholiques de France, reconnaissez votre dignité, soyez fiers de votre foi, du don de l'Esprit que le Père vous a fait. Je viens parmi vous comme un pauvre avec la seule richesse de la foi, pèlerin de l'Évangile. Donnez à l'Église et au monde l'exemple de votre fidélité sans faille et de votre zèle missionnaire. Ma visite chez vous veut être, en même temps qu'un témoignage de solidarité à l'égard de vos pasteurs, un appel à un élan nouveau devant les tâches nombreuses qui s'offrent à vous. C'était ensuite le départ pour Notre-Dame. Avec à ses côtés le cardinal Marty, archevêque de Paris, le Saint-Père emprunta le boulevard Saint-Germain où une foule joyeuse et bonne enfant s'était assemblée. Par la rue Dante, la rue Lagrange, le Pont-au-Double, le Saint-Père arrivait à la basilique pour y présider le Te Deum. À Notre-Dame, le Saint-Père est accueilli par Monseigneur Le Cordier, l'ancien évêque de Saint-Denis et doyen du chapitre, puis par l'archiprêtre de la cathédrale, le chanoine Émile Bérard. À l'intérieur de la basilique Notre-Dame avait pris place le président de la République et Madame Giscard d'Estaing, des membres du gouvernement, les corps constitués, des représentants des partis politiques, des organisations syndicales et une foule très dense des Parisiens, des catholiques qui avaient tenu à venir applaudir le Saint-Père et s'associer à sa première prière à la Vierge. Et puis c'est le cardinal Marty qui devait accueillir Jean-Paul II à l'intérieur de cette basilique qui a été pendant des siècles le témoin de toute l'histoire glorieuse et de l'histoire triste des Français et plus particulièrement des Parisiens. Très Saint-Père, c'est une heure historique que nous vivons, c'est une heure de foi, un moment d'intense émotion. Les hautes autorités de notre pays vous saluent, la France entière, terre de liberté religieuse et de respect de toutes les convictions, vous accueille. Ceux qui ne partagent pas notre foi chrétienne savent, et beaucoup me l'ont dit, que témoins d'un évangile d'amour, vous voulez être le serviteur des serviteurs de Dieu. Visiblement ému par ce mot d'accueil du cardinal archevêque de Paris qui accueille pour la première fois Jean-Paul II dans la basilique métropolitaine Notre-Dame, Jean-Paul II devait ensuite s'unir à la prière de tous ceux qui, croyants ou non-croyants, voulaient faire monter un premier hommage à la Vierge de Notre-Dame. C'était le chant du Magnificat. Ex
Ainsi, Jean-Paul II n'a pas manqué à la tradition, dès qu'il arrive dans un pays, sa première démarche religieuse, est d'aller se recueillir dans un sanctuaire marial, car sa piété envers la Vierge est connue et il tient à mettre son voyage sous la protection de celle qui est évoquée en France sous le nom de Notre-Dame de Paris. Oui, Jean-Paul II n'a pas oublié les non-catholiques dans ses prières. Il a salué aussi les communautés judaïques et islamiques. Mais dans le concert d'enthousiasme qui salue l'arrivée du pape en France, il y a tout de même une note différente. C'est celle de la Fédération de la Libre Pensée qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse avec la participation de plusieurs organisations philosophiques et laïques, comme la Ligue des droits de l'homme, les francs-maçons du Grand Orient de France, le Comité national d'action laïque, entre autres, et qui conteste la caution apportée par l'État français à cette visite du chef d'une communauté spirituelle. Entretien Jacques Collet. Ce contre quoi nous nous élevons avec force, c'est contre l'appui moral et matériel apporté par les pouvoirs publics français, par l'État français, et le président de la République en tête, à cette entreprise dans une République qui, d'une part, se dit encore laïque par l'article 1er de la Constitution, et qui, d'autre part, n'a pas abrogé, que je sache, la loi de séparation des Églises et de l'État. Loi de séparation des Églises et de l'État qui précise d'une façon très nette dans son article 1 que la République ne subventionne et ne salarie non seulement aucun culte, mais aucune manifestation religieuse. Il y a donc là un viol manifeste de la loi de séparation. À Bruxelles, la nuit a porté conseil au ministre de la Communauté européenne. Après 18 heures dures de négociations, ils ont réussi à organiser le miracle du sauvetage de l'Europe verte. Un compromis qui est un succès pour Mme Thatcher, tout le monde le dit. Un compromis qui est satisfaisant pour la France, selon le ministre de l'Agriculture, mais un compromis vivement critiqué par le RPR qui parle de gâchis européen et de concessions exorbitantes faites par la France. Ce compromis, signé par les ministres à Bruxelles, devait être ensuite ratifié par chaque gouvernement. La France y est prête, à condition que le Premier ministre britannique donne d'abord son accord, et on pense qu'elle le donnera, mais elle se donne, semble-t-il, un week-end de réflexion. Alors voyons d'abord sur quoi porte le compromis de cette nuit. Deux problèmes étaient liés, je vous le rappelle. Madame Thatcher voulait d'abord qu'on réduise la contribution britannique au budget européen avant d'accepter l'augmentation de 5% des prix agricoles, déjà signée par ses 8 partenaires. Et elle a en effet obtenu la réduction de sa participation au budget pour 2 ans et même peut-être pour 3. Voyons ce qu'il en est et voyons aussi les conséquences de tout cela pour les agriculteurs français, mais aussi pour tous les Français contribuables. Jean-François Robinet. Oui, il faut souligner en effet l'importance économique des longues négociations qui sont déroulées à Bruxelles. Il s'agissait, vous l'avez dit, de très grosses sommes d'argent. Le budget communautaire dont on parlait est de 84 milliards de francs et il finance tout le fonctionnement du marché commun. Les aides au développement, par exemple, concernent les régions dans leur ensemble et, bien sûr, plus spécialement l'équipement de l'agriculture et le soutien des prix agricoles. C'est un système qui permet l'approvisionnement des 9 pays en dépendant le moins possible de l'extérieur. C'est là le nœud du problème, car les Anglais, eux, voyaient plutôt un marché commun très ouvert, leur permettant notamment de continuer à importer des moutons et du beurre bon marché de Nouvelle-Zélande. Mais les Anglais ont tout de même accepté, et c'est l'un des points importants du compromis, un règlement du marché du mouton. Grâce à un système de stockage et de primes, les éleveurs français devraient avoir un prix minimum garanti de 20 francs 17 le kilo d'agneau. L'Angleterre va devoir pour sa part, et comme ses partenaires, signer avec la Nouvelle-Zélande un accord limitant strictement les achats de moutons à ce pays. Les autres points essentiels de l'accord, rapidement, il s'agit de l'assurance pour les viticulteurs, de vendre à un certain prix leurs vins stockés depuis la récolte précédente, et il y en a beaucoup. Pour les éleveurs de viande, une prime à la vache allaitante, 230 francs par vache élevant son veau, ce qui va diminuer les livraisons de lait. Et puis surtout, la hausse générale des prix agricoles, plus 5% en écus pour tout le monde, 5% auxquels s'ajoutent les ajustements monétaires. Pour la France, le relèvement moyen est de 10%. Cependant, les producteurs de lait devront payer une taxe de 2% au lieu de 0,5% actuellement pour aider à l'écoulement des excédents. Ces mesures, très résumées, sont donc liées à l'accord presque probable, maintenant on peut le dire plus que probable, des 9 chefs d'État et de gouvernement. Au cas où il y aurait un blocage, par exemple encore du côté des Anglais, on ne sait jamais, le Conseil des ministres a pris acte ce matin à l'Élysée des mesures nationales
que le gouvernement appliquerait pour assurer le maintien du revenu des agriculteurs. Ces mesures ne seront publiées que si cela est nécessaire. Mais d'ores et déjà, il faut assurer que d'autres mesures qui étaient attendues ont été prises. On les trouve à l'intérieur d'un plan de développement de l'élevage pour la viande, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir prochainement. Alors, sur ces décisions de Bruxelles, il est intéressant, dès maintenant, de savoir ce qu'on en pense à Londres, avant de connaître la décision de Mme Thatcher. Jean-Louis Burgat, notre correspondant permanent à Londres. Maggie a grignoté un petit bout de plus de la miche de pain communautaire. Le titre de l'Evening Standard donne le ton de la réaction populaire ce soir à Londres. Pas de triomphalisme, mais l'on estime que la fermeté de Margaret Thatcher a enfin porté ses fruits. C'est l'offre la meilleure que l'on nous ait faite à présent, commente un autre journal. Et si personne ne l'affirme clairement, le sentiment général ici, c'est que la Grande-Bretagne s'apprête à dire oui à l'accord mis au point par les 9. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à une réponse officielle avant lundi. Madame Thatcher s'est enfermée tout à l'heure avec son homme de confiance, le ministre des Affaires étrangères, Lord Carrington, dans sa résidence des Chequers. Elle devrait y passer le week-end pour étudier point par point le texte de Bruxelles. De plus, le Parlement est en congé jusqu'au début du mois prochain et en Grande-Bretagne, le Premier ministre s'explique d'abord devant les députés. Il est difficile cependant d'imaginer un nouveau refus de la Dame de Fer. Le cas échéant, cela ne pourrait que signifier sa décision de voir son pays s'installer dans une demi-retraite face aux institutions de la communauté ou à une politique de la chaise vide telle qu'elle avait été pratiquée par le général de Gaulle il y a une quinzaine d'années. En tout cas, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a estimé ce matin, je cite, que des progrès substantiels avaient été accomplis à Bruxelles. C'est la première fois depuis le triste sommet de Dublin que l'on entend de tels propos de la bouche d'un officiel britannique. Jean-Louis Burgat, TF1, Londres. En effet, il y a du progrès. Alors maintenant, comment les agriculteurs français jugent-ils cet accord de Bruxelles? Il est un peu tôt pour l'apprécier dans l'ensemble, mais en tout cas, les représentants de leur tout premier syndicat, la FNSEA, le représentant, François Guillaume, est satisfait, même s'il juge qu'il y a encore à faire pour maintenir le revenu des agriculteurs français. Écoutez François Guillaume. Écoutez, sur le principe d'un accord entre les 9, il est évident que lorsqu'on est favorable à la construction européenne, on ne peut être que content de voir qu'on a trouvé, enfin tout du moins, dans l'attente d'une réponse définitive des Anglais, un accord semble être trouvé. Alors le problème est de voir maintenant le contenu de cet accord. Les augmentations de prix qui sont proposées doivent être examinées en fonction du point de départ et grâce à la pression syndicale qu'ont exercé tous les producteurs européens, tous les agriculteurs européens, est évident que nous avons obtenu une marge plus large. Mais cette décision sur les prix, cette éventuelle décision pour les prix, il faut aussi l'examiner en fonction du contexte économique et comparer cette augmentation à l'évolution des coûts de production et notamment du taux d'inflation. Redoutant que ce taux d'inflation ne soit élevé, nous avons, en ce qui nous concerne, nous sur le plan français, pris un certain nombre de précautions et obtenu l'engagement du président de la République, d'une part de compenser la perte enregistrée par les éleveurs entre le 1er avril et le 1er juin, date possible de l'entrée en vigueur de l'accord en question, et par ailleurs obtenu l'engagement également que le pouvoir d'achat des agriculteurs serait maintenu au cours de l'année 1980. Tous les Parisiens n'étaient pas sur le trajet du pape Jean-Paul II cet après-midi, on vous l'a déjà laissé entendre, mais en tout cas il y avait 25 000 Parisiens qui préféraient idolâtrer le tennis à Roland-Garros. Roland-Garros, où l'un des dieux du stade était aujourd'hui le Français Noah, victorieux du jeune Américain Telcher, en 16e de finale, Telcher et pas Thatcher. Le prochain adversaire de Noah sera l'Américain Connors, 3e joueur mondial après-demain. Connors qui a battu avant-hier un autre Français, Kojol, au terme d'un match dramatique, car Kojol aurait pu gagner. Noah vengera-t-il Kojol? C'est toute la question. Connors, en tout cas, lui, s'est débarrassé, mais sans brio excessif, de l'Italien Zuccarelli. Daniel Potra. Balle de match. L'instant est important. Noah et Telcher jouent depuis 1h44. Le Français a gagné les deux premiers sets 6-3, 6-0 et les deux joueurs sont à égalité 6-6 dans le troisième. C'est le fameux tie-break, le point décisif. Pendant ce temps, deux autres Français ont été battus en 5-7 par deux Américains, Vinitsky et Taigan, les deux Français battus, Casa et Denis Nejlen. Il reste donc Porte qui sera opposé à Borg et Roger Vassas qui a un
McNamara demain. Et puis, ce sont les deux derniers qualifiés français avec Yannick Noah qui, vous le voyez, se qualifie donc en battant Telcher. Vous savez, Jimmy Connors est 3e joueur du monde, c'est un très bon joueur. Cela dit, je pense que sur terre battue, il est un peu plus jouable. Et j'espère que demain ou après-demain, je serai en bonne forme, car je pense que sur cette surface, devant mon public, je peux l'inquiéter. Bien, vous avez vu donc jouer Jimmy Connors contre Kojol. Qu'avez-vous pensé de ce match et de la réaction du public, Yannick Noah? Je trouve un peu regrettable que devant son public, un joueur se fasse siffler. Jean-François était tout près de l'exploit. Je pense qu'avec l'aide du public, il aurait pu l'emporter. Le public a préféré Connors et c'est un peu regrettable. Et le public a retrouvé Jimmy Connors cet après-midi, l'adversaire de Noah dimanche. Le numéro 3 mondial, avec sa tête ronde et ses yeux rieurs, Connors a eu beaucoup de chance d'éliminer Kojol avant-hier et beaucoup de mal à se débarrasser de l'Italien Bugarelli aujourd'hui. 7-5, 6-4, 7-5. Mais il s'est qualifié lui, alors que Victor Pecci, le finaliste de l'année dernière, a été éliminé lui par le Chilien Prajou. Et puis en ce moment se dispute toujours le match entre John McEnroe et l'Australien McNamee. McEnroe 3e mondial, McNamee 49e joueur seulement. Et il y a eu des contestations, des discussions comme depuis le début de la semaine à Roland-Garros. Il y a plus de 4 heures que les deux hommes sont sur le terrain et pour le moment McNamee a gagné 2-7, McEnroe un seul et il mène 6-5 dans la 4e manche. Le championnat du monde de Formule 1 est-il compromis? C'est la question que l'on se pose ce soir après les essais du Grand Prix d'Espagne, auxquels 3 grands constructeurs, et non des moindres, Renault, Ferrari et Alfa Romeo, plus le petit constructeur Osella, ont refusé de participer. En effet, le conflit s'envenime entre la Fédération internationale du sport automobile et l'Association des constructeurs de Formule 1, dont Ligier fait partie, mais pas Renault. La fédération sportive veut imposer de nouvelles règles dans la compétition, que les constructeurs acceptent mal. Et le conflit d'aujourd'hui n'est que le résultat, finalement, d'une véritable guerre entre les petits constructeurs et les grands, qui voient, eux, dans la Formule 1, une occasion exceptionnelle de promotion pour leur marque. Le Grand Prix d'Espagne ne pourra certainement pas compter pour le classement au championnat du monde. Dommage pour Laffite et Pironi, qui ont largement dominé la première séance d'essai sur les Ligier, devant les deux Williams de Reutemann et Jones. Un autre Français, Alain Prost, est 6e, c'est bien. Mais ce qui importe maintenant, c'est de savoir si le championnat de Formule 1 est en train de perdre tout son sens, aujourd'hui en Espagne. Alors sur ce point, correspondance de José Roninski. Comme un fruit trop mûr, le championnat du monde de Formule 1 a éclaté ce matin sur la piste de Jarama. Il est vrai qu'un verre s'était glissé dedans. Le conflit qui sourdait entre la Fédération internationale et l'Association des constructeurs de Formule 1 s'est transformé en guerre ouverte. Elle s'est allumée à l'occasion d'un incident de procédure, mais personne n'est dupe. En réalité, l'objet du litige, c'est l'exercice du pouvoir sur la prestigieuse et fructueuse Formule 1 dont les constructeurs s'étaient peu à peu emparés et que la fédération s'efforce de récupérer. L'atout essentiel des constructeurs en révolte, c'est qu'ils constituent les 3/4 des effectifs. Ils pourraient, encore qu'ils le nient, être tentés d'organiser entre eux un championnat pirate. Mais que représenterait une compétition privée de Renault, Ferrari et Alfa Romeo, la sainte alliance des grandes marques, qui a choisi le camp de la légitimité? Nous en aurons sans doute une idée dimanche à Jarama, car pour l'heure, la situation paraît bloquée. Et au-delà, c'est toute la saison de Formule 1 qui est menacée. D'urgence, on demande un arbitre. Sport toujours, tout d'abord un rappel, c'est ce soir qu'ont lieu les matchs allés des demi-finales de la Coupe de France de football. À Monaco, l'AS Monaco contre Montpellier-La Payade et à Orléans, Orléans contre le Paris Football Club. Le Giro, eh bien une très bonne nouvelle, Hinault a frappé un grand coup, il a remporté la 14e étape, une étape de montagne de 186 km, il a repris 42 secondes à Saroni, 1,36 à Moser. Changement de leader au classement général, le maillot rose maintenant pour l'Italien Panizza et deuxième, Hinault, à 1 minute 5 seulement. À Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol, des inconnus, sans doute membres de l'ETA, ont mitraillé plusieurs voitures de police. 6 gardes civils ont été grièvement blessés. Depuis le début de l'année, 60 personnes, dont 27 policiers ou militaires, ont trouvé la mort dans des attentats en Espagne. 4 ans
après les sanglantes émeutes de Soweto, qui avaient fait 600 morts, l'Afrique du Sud est de nouveau emportée dans un tourbillon de grèves, de manifestations et de protestations contre la politique d'apartheid, c'est-à-dire de ségrégation raciale. Hier, des centaines de personnes ont été arrêtées. Et mercredi, 2 jeunes métis ont été tués par la police dans cette ville où ont lieu les manifestations que vous voyez. À cette contestation politique s'ajoutent d'ailleurs, en ce moment, de très graves conflits sociaux. Les menaces de crise gouvernementale se précisent actuellement en Israël. Le Parti démocrate refuse toujours le remaniement ministériel proposé par le Premier ministre. Puisqu'on ne veut pas de M. Shamir, M. Begin se déclare prêt à assurer lui-même les fonctions de ministre de la Défense, poste dont M. Weizmann a démissionné. Selon un sondage publié dans l'Express qui paraît demain, 72% des Français pensent qu'une nouvelle guerre est possible, 64% que l'armement nucléaire est indispensable pour la France et 62% croient à l'efficacité de la dissuasion de notre force de frappe. Un hold-up sanglant rue Lafayette à Paris en fin de matinée. 4 gangsters qui venaient de dévaliser une succursale de la BNP sont retrouvés face à face avec des gardiens de la paix au moment où ils s'enfuyaient. Tout le monde a tiré, une véritable fusillade. Un policier et un employé de la banque ont été blessés. Un des gangsters, un jeune homme d'une trentaine d'années, tué. Les 3 autres, parmi lesquels une jeune femme, ont été arrêtés, mais on ignore pour l'instant leur identité. La Fédération nationale des coopératives de consommateurs propose, elle, que la mention conventionnée ou bien la mention non conventionnée soit clairement inscrite ou affichée sur les portes des cabinets médicaux afin que les malades ou les clients, comme vous préférez, sachent à quelle sauce ils seront mangés ou plutôt à quel prix ils risquent de payer. Enfin, je vous signale que des morceaux de la fusée Ariane ont été retrouvés au large de la Guyane hier, quelques tôles du lanceur et des rétrofusées, des débris très utiles puisqu'ils vont permettre de mieux circonscrire la zone d'impact et faciliter ainsi de nouvelles recherches. Le temps, eh bien en toute région, les températures ont été assez basses aujourd'hui, le plus souvent inférieures à 15 degrés, cela fait 5 degrés tout de même au-dessous des températures habituelles de fin mai. Seule la côte méditerranéenne et celle du sud-ouest bénéficiaient de températures voisines de 20 degrés, plus normales. Le temps demain, de la Bretagne et de la Normandie aux Pyrénées, temps couvert le matin avec quelques pluies éparses dans la journée. Sur le centre, le nord-est et l'est, après une matinée fraîche et des éclaircies, le ciel se couvrira à nouveau. Il y aura des ondées. Partout ailleurs, ciel variable avec éclaircies. Les vents d'ouest seront modérés, les températures plutôt en hausse. Voilà, nous allons retourner maintenant sur le parvis de Notre-Dame où le pape achève la messe et en direct maintenant Alain Fernbach. Oui, la messe va s'achever dans quelques instants. Pour le moment, c'est la communion. Aussitôt après cette messe, le pape se retrouvera dans Notre-Dame où il rencontrera les prêtres avant de se rendre à l'hôtel de ville. Tout à l'heure, je vous le disais, plusieurs intentions de prière ont été lues. Je retiendrai une intention, celle qui a été lue par un membre du gouvernement, par M. Norbert Segard, secrétaire d'État au PTT. Voici une des phrases qu'il a prononcées. Je prie pour que les autorités politiques n'entravent pas l'annonce du message du Christ. Et pour terminer, une remarque qui n'est pas une critique, mais un regret qui fait écho à votre constatation de tout à l'heure, Roger Gicquel. Un regret sans doute exprimé par beaucoup de Parisiens, car à la Concorde comme ici, il y avait certes du monde, mais sans doute pas autant que prévu. Et je crois que le principal responsable, eh bien, c'est la dissuasion exercée par tous les services d'ordre et surtout par les services d'ordre des scouts, des religieux, de ceux de l'épiscopat français. Ainsi à Notre-Dame, autour du podium, en ce moment même, il y a encore beaucoup de place et pourtant des milliers de Parisiens sont retenus au-delà des ponts par des barrières car ils n'avaient pas d'invitation. C'est dommage, vraiment dommage. Certes, les mesures de sécurité sont tout à fait indispensables, mais de là à prendre le pas sur des élans généreux, mais peut-être que la leçon d'aujourd'hui servira et que tout sera réparé dans les jours à venir. Vous le voyez en ce moment, le Saint-Père vient de donner la communion aux autorités qui assistaient à cette messe. Vous avez vu Mme Giscard d'Estaing, Mme Barre et le président Poher. Voilà, ici le parvis de Notre-Dame, où malgré quelques barrières trop rigides, des milliers de Parisiens sont tout de même rassemblés devant le podium, où le pape vient de concélébrer
une messe avec les prêtres et les évêques de la région parisienne. À vous, Roger Gicquel. Merci Alain Fernbach, et dois-je me permettre de vous dire que je trouve votre réflexion sur les barrages devant le pape tout à fait pertinente. Tout à l'heure, Jean-Paul II va se rendre à l'hôtel de ville. Jacques Chirac l'accueillera en disant que Jean-Paul II est un témoin de la conscience et de l'esprit pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne croient pas. À 23h, dans notre édition de 23h, vous aurez de larges extraits des cérémonies maintenant qui vont suivre, notamment donc à l'hôtel de ville. Et puis demain, rendez-vous à 9h50, si vous le voulez bien, toujours sur TF1, en direct de l'Élysée, cette fois, pour la réception, la grande réception, en l'honneur du pape à l'Élysée, où seront là représentées toutes les personnalités de tous les partis politiques français. Voilà, merci de votre attention. Merci d'avoir écouté ce journal. Au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité qui a, je vous l'assure, beaucoup travaillé aujourd'hui pour vous. Bonne soirée à tous et à toutes.